la bourse. Rien que le mot, ça évoque tout un tas de choses, n'est-ce pas? Pour certains, c'est un peu le Graal, la promesse de la richesse. Pour d'autres, c'est un casino géant complètement imprévisible. C'est justement cette double image, cette espèce de fascination mêlée de répulsion qui est super intéressante. Alors, dans cette analyse, on va essayer de mettre les mythes de côté juste un instant pour voir ce qui se cache vraiment derrière tout ça. Alors, pour y voir un peu plus clair, on va suivre une feuille de route toute simple en 4 étapes. D'abord, on va se demander, mais pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la bourse au fond? Ensuite, on verra d'où elles sortent, ces fameuses actions qu'on peut acheter. Après ça, on regardera les 2 grandes manières de penser, les 2 grandes philosophies pour choisir où investir. Et puis on finira avec quelques règles du jeu, des principes un peu intemporels pour éviter les pièges les plus classiques. Et voilà, l'auteur de notre source, Gérard Orny, le dit parfaitement. Il parle de rapports complexes de répulsion-fascination. Et c'est exactement ça. On est à la fois attiré et un peu effrayé. C'est ce paradoxe qu'on va essayer de dénouer ensemble. Le but du jeu, c'est simple, remplacer cette crainte par un peu plus de clarté. Allez, on attaque avec la première partie, l'attrait du marché. Et la question de fond, c'est pourquoi s'intéresser aux actions? Franchement, dans un monde où on peut laisser son argent bien au chaud sur un livret d'épargne, pourquoi irait-on prendre des risques? C'est quoi la promesse? Bon, pour faire simple, quand on veut investir, il y a 2 grandes familles. D'un côté, les actions. Là, c'est simple, on achète une petite part de l'entreprise, on en devient copropriétaire, on mise sur sa réussite avec un potentiel de gain qui peut être élevé, mais attention, on partage aussi les risques. Et de l'autre côté, il y a les obligations. Là, c'est une autre histoire. On ne devient pas propriétaire, on devient le banquier de l'entreprise. On lui prête de l'argent et elle nous promet de nous rembourser avec des intérêts. C'est beaucoup plus sûr, c'est clair, mais forcément le gain est plus modeste. Du coup, la question revient, pourquoi choisir les actions qui sont plus risquées? Eh bien, si on regarde l'histoire, la réponse est assez nette. Sur le long, très long terme, il n'y a pas d'autre placement qui a rapporté autant. C'est historiquement la classe d'actifs la plus performante. Mais, il y a un mais, évidemment, cette super performance, elle n'est jamais gratuite, elle a un coût. Et ce coût, c'est la loi fondamentale, la règle numéro 1 de la finance, le fameux couple rendement-risque. C'est simple, et c'est une règle d'airain. Plus on espère gagner, plus on doit accepter de risquer de perdre. C'est mécanique. D'ailleurs, si un jour quelqu'un promet des rendements mirobolants sans aucun risque, fuyez, c'est qu'il y a un loup. Tout l'heure d'investir, finalement, c'est de trouver le bon équilibre dans cet arbitrage. Bon, on a vu pourquoi les gens achètent des actions. Maintenant, changeons de perspective. Passons de l'autre côté du miroir. Pourquoi les entreprises, elles, décident d'en vendre? Pour piger ça, le mieux c'est de suivre la vie d'une entreprise, de sa création jusqu'à son entrée en bourse. Alors, imaginez, au début, il y a une idée, une étincelle. Quelques personnes créent une petite boîte. Si ça marche bien, l'entreprise grandit, elle embauche, elle se développe. Mais voilà, arrive un moment où pour passer à la vitesse supérieure, genre construire une usine ou s'attaquer à l'international, il faut beaucoup d'argent. Et souvent, les fonds des fondateurs ne suffisent plus. C'est à ce moment précis que la bourse entre en jeu. L'entreprise va proposer au public de devenir des partenaires dans l'aventure en achetant des petits morceaux de l'entreprise. Et là, attention, il y a un point de vocabulaire super important à clarifier. Quand on dit qu'une entreprise devient publique, ça ne veut pas dire du tout qu'elle appartient à l'État. C'est un faux ami qui vient de l'anglais public company. Ça veut simplement dire que son capital est désormais ouvert au public. N'importe qui peut acheter des actions. Donc, en achetant une action, on devient bien propriétaire d'une petite partie d'une entreprise privée. D'accord, donc on a des entreprises qui vendent des actions et des investisseurs qui les achètent. Simple. Mais la vraie question, c'est, face à des milliers d'entreprises cotées, comment on fait pour choisir? Eh bien, il y a 2 grandes écoles de pensée, 2 philosophies qui s'affrontent un peu pour répondre à cette question. Alors d'un côté, on a ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. Pensez à un détective. Son truc à lui, c'est de tout savoir sur l'entreprise. Il va éplucher les comptes, les ventes, les bénéfices, les dettes. Sa seule question, c'est est-ce que cette boîte est en bonne santé et est-ce que son prix est juste? Et de l'autre côté, on a l'analyse graphique ou technique. Là, c'est plutôt un psychologue du marché. Les bilans, ça ne l'intéresse pas trop. Lui, il regarde les graphiques de prix, il essaye de déceler l'humeur de la foule, la peur, l'enthousiasme. Sa question à lui, c'est que pense le marché en ce moment? Si on zoome un peu sur notre détective, l'analyste fondamental, il a des outils préférés. Le premier, c'est le BNPA, pour bénéfice net par action. Le calcul est tout bête, on prend tout le bénéfice de l'entreprise pour une année et on le divise par le nombre total d'actions et hop, on obtient la part de gâteau, la part du profit, qui revient à une seule petite action. C'est vraiment l'indicateur de base pour voir si une entreprise est rentable pour ses actionnaires.
Et une fois qu'on a ce BNPA, on peut calculer un autre ratio super connu, le PER pour Price to Earnings Ratio. En gros, c'est le prix de l'action divisé par ce fameux bénéfice par action. Le mieux, c'est de voir ça comme l'étiquette de prix d'une entreprise. Si une action a un PER de 15, ça veut dire qu'on la paye 15 fois ses bénéfices annuels. C'est un outil génial pour comparer rapidement si une entreprise semble chère ou bon marché par rapport à ses concurrentes. Mais attention, les chiffres et les ratios, ça ne fait pas tout. Loin de là. En bourse, la psychologie, les émotions, la discipline, c'est au moins aussi important. Et c'est pour ça qu'au-delà de toutes les techniques d'analyse, il y a des sortes de proverbes, de règles d'or, qui sont pleines de bon sens et qui ont survécu à toutes les crises. Le premier, il est très imagé mais tellement vrai. On ne ratera pas un couteau qui tombe. Imaginez une action qui est en train de s'effondrer, la tentation est énorme de se dire « super, c'est une affaire, j'achète ». Sauf que c'est un piège classique. Essayer de trouver le point le plus bas d'une chute, c'est comme essayer d'attraper ce fameux couteau en plein vol. On a toutes les chances de se faire très mal, parce qu'on ne sait jamais jusqu'où il peut descendre. Deuxième proverbe, qui parle de la gestion des erreurs, ce qui est peut-être le plus difficile, il vaut mieux se couper la main que le bras. C'est humain, personne n'aime admettre qu'on s'est trompé. Alors quand une action qu'on a achetée se met à baisser, on a tendance à s'accrocher en se disant ça va bien finir par remonter. Cette règle, elle nous rappelle juste un truc vital, il vaut mieux accepter une petite perte tout de suite, se couper la main, plutôt que d'attendre et de risquer une perte catastrophique, se couper le bras. Et enfin, le plus connu de tous, celui qu'on a tous déjà entendu, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Bon, en finance, le mot savant pour ça, c'est la diversification. L'idée est simple. Si on met tout son argent sur une seule action, même si on est persuadé que c'est l'affaire du siècle, on ne fait pas de l'investissement, on joue au loto. En répartissant l'argent sur plusieurs entreprises, dans des secteurs différents, dans des pays différents, on lisse le risque. Si un panier tombe, il en reste d'autres. Alors si on devait résumer tout ça en 3 règles d'or pour bien démarrer, ce serait celle-ci. Premièrement, n'investir que dans des choses qu'on comprend. Si on n'est pas capable d'expliquer à un ami comment l'entreprise gagne de l'argent, on oublie. Deuxièmement, diversifier. On vient de le voir, c'est la base. C'est la seule protection qui ne coûte rien. Et troisièmement, se méfier comme de la peste des bons tuyaux et des rumeurs. L'info qui peut rapporter gros, croyez-moi, elle ne se partage pas à la machine à café. Pour conclure, le message de fond de notre source, il est vraiment là. Non, la bourse, ce n'est pas un casino. Le risque, il existe bien sûr. Mais le meilleur moyen de le gérer, ce n'est pas d'avoir de la chance, c'est de comprendre ce qu'on fait. C'est la connaissance. Et ça change complètement la perspective. La question, au final, ce n'est plus « est-ce que je dois avoir peur de la bourse ?», mais plutôt « ok, par où est-ce que je commence pour apprendre ?»